Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, je vous avais promis lors de mon dernier podcast de vous faire la suite donc de la lecture du roman de Clotilde Bernos au sujet de sa rencontre avec son pervers narcissique. Et là, on va découvrir le premier chapitre qui s'appelle Histoire d'une emprise. Allez, c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Nos parents se sont connus en Indochine, vers les années 1940. Les siens se marièrent à Hanoï, les miens aussi, un peu plus tard. Nos mères furent amies, menèrent la vie douce et mondaine des colonies, eurent chacune une fille à 1 an d'intervalle. Sa sœur d'abord, ma sœur ensuite, et puis les Japonais débarquèrent. Pour les hommes, ce fut la guerre. Les femmes, elles, se retrouvèrent dans un camp avec leurs bébés. Enfin, nous regagnèrent la France par les premiers bateaux, laissant tout sur place. Paul Ernest naquit quelques années plus tard à Brest. Moi, après lui à Paris, la même année que son jeune frère. Son père, officier de marine, fut souvent absent. Sa mère, fille de planteur très belle, dut élever souvent seule ses 3 enfants. J'ai rencontré Paul Ernest pour la première fois autour d'une tablée, aux allures de déjeuner de famille. J'ai souvenir de ces repas que se sont perpétués de Lyon à Grenoble puis Paris, où ses parents sont partis vivre plus tard. J'ai souvenance aussi des lieux sans avoir retenu la première fois où je l'ai rencontré, lui. Nous devions avoir 12-13 ans. Je le dessine comme un garçon, plutôt petit, tonique, pas spécialement beau, mais avec un regard perçant, très bavard, qui occupait le devant de la scène. Je nous revois comme complices, inventifs, riant de tout. Nos rencontres, même dans le cadre de ces déjeuners, dont nous nous échappions avant le dessert, étaient drôles, jubilatoires. Je sais la joie que je me faisais de le rencontrer. Lui d'abord, mais aussi son frère du même âge que moi, en arrière-plan, un grand blond farceur. De sa sœur, réprimandant leur facétie, parfois cruelle, le chat noir, qu'ils attachaient par la queue dans une boîte en carton, et s'amusaient à descendre et remonter aussi bien que l'idée de mesurer à 1 mètre près la rue de la République. Je n'avais pas de frère, et soudain j'en avais 2. Lui, surtout, très original. Quand mon père est mort, que nous n'étions plus que 3, avec ma mère et ma sœur à la maison, le retrouver était un bonheur. La vie redevenait gaie, entraînante, et j'oubliais mes chagrins. Sa vivace et parfois grossière masculinité me vivifiait. Nous passions des semaines de vacances ensemble, à Arcachon, où il avait une maison de famille, à Saint-Julien, en Beauchêne aussi. Le reste du temps, nous restions des heures à palabrer dans la grande pièce vide qui dominait le parc de la Tête d'Or à Lyon, puis dans sa chambre, sous les toits à Paris, et en marchant par les rues. Je ne sais pas ce que nous nous racontions, mais son entrain communicatif me mettait en joie et en fou rire. Il était entreprenant, actif, insolent. Vers 18 ans, il est parti à Paris faire ses études de médecine. Il m'a dit, sans jamais me l'avoir avoué, qu'il était à cette époque et avant, amoureux, et que moi je ne le regardais même pas. C'est vrai, je n'ai jamais vu ni imaginé en lui un amoureux, et il ne m'a jamais fait déclaration d'amour. Il m'a dit avoir été humilié du regard que je portais sur d'autres, le laissant lui sur la sellette. Il m'avait assuré qu'il m'avait donné rendez-vous un jour à la gare de Facture pour que nous partions ensemble et que je n'étais jamais venu. Je veux bien le croire, mais je n'ai aucun souvenir. Ni qu'il fût amoureux de moi, ni que j'ai pu manquer un rendez-vous important sans le prévenir. Il m'en voulait encore de tout cela, qui semblait l'assaillir, comme d'aigres relents sur des certitudes passées dont la réalité m'apparaît encore improbable. Mais j'ai pu oublier. Pour moi, il fut un compagnon très présent dans ma vie d'enfance, puis dans ma tête quand nos parcours ont divergé. Drôle, original, surprenant, ce sont les qualificatifs qui ressurgissent. Nous nous écrivions par période. J'ai gardé bon nombre de ses lettres d'enfants et d'adolescents. Lui a détruit les miennes. De leur relecture, j'ai noté 3 constantes qui apparaissent au milieu des événements racontés à chaque courrier. D'abord, l'obsession de son travail scolaire et universitaire, surtout la difficulté à travailler, se concentrer, et la culpabilité de ne jamais se sentir à la hauteur, de ne jamais faire ce qu'il faut, de n'avancer dans rien. Ensuite, ses difficultés relationnelles. Il se dit angoissé, désolé, de ne savoir ni partager ni échanger, désolé aussi de la pauvreté des missives qu'il m'envoie.
Il s'excuse à n'en plus finir. Chaque fois. Alors que ce qu'il écrit est surprenant, intelligent. Enfin, il se plaint souvent d'avoir la tête comme de la bouillie, comme une passoire. Il se dit vide et sec. Avec constance aussi, il salue rituellement ma mère et ma sœur à chaque fin de lettre et de la même façon, mais m'embrasse de différentes façons, me dit combien il est en manque de nos échanges, rite comme seule forme pour se raccorder à la vie, qu'en manque la substance. Ce courrier du 22 août donne la tonalité. Il avait 20 ans. Paris, le 22 août. Chère Juliette, tes vacances doivent finalement être bonnes, puisque tu n'as pas le temps d'écrire. Je ne t'en veux pas, mais je me demande si je n'ai pas perdu ce que tu m'offrais si gentiment dans ta dernière lettre. Ce serait un peu triste, et de toute façon je n'y crois pas. Non, pas par orgueil ou vanité, mais parce que j'ai quelquefois l'impression que c'est une manie chez toi d'avoir peur, que les autres ne me trouvent plus à leur goût. Je suis d'ailleurs en train d'essayer de changer cela. Le mois d'août fut une tentative de travail, à moitié vaine d'ailleurs. Il m'a aussi permis de trouver des amis, ou peut-être des compagnons, que je connaissais déjà d'ailleurs, mais avec qui des liens nouveaux ont peut-être été filés. Formule pompeuse, mais j'étais mal partie en début de phrase. Enfin, l'idylle de fin d'année scolaire, si néfaste aux examens de juin, a été renouée, sans doute différemment. Pour tout te dire, j'ai l'impression d'avoir été et d'être victime ou objet d'une espèce de complexe d'infériorité. C'est choquant ce mot, désagréable à écrire et sans doute aussi à lire. Peut-être as-tu l'impression que j'ai trop lu de livres commençant par psych quelque chose. Mais c'est possible. Mais de toute façon, il est un fait que j'ai, comme je te l'ai dit plus haut, une tendance maladive à croire que ceux que je connais vont m'abandonner. C'est pourquoi, sans doute, j'essaie de connaître le plus de monde possible, et parfois je m'attache à quelqu'un en étant persuadée qu'il sera très difficile, voire impossible que cette personne s'attache à moi. Tu en fus l'objet pendant un moment long, et tu m'as plusieurs fois terriblement déçu dans mes tentatives pour m'accrocher à toi. Simplement en disant un mot, et finalement ma dernière réaction vis-à-vis de toi a été de te rejeter violemment. Tout au moins, c'était une réaction intérieure violente, dont je pense tu n'as pas ressenti les effets. Pour te rassurer si besoin est, ou pour simplement te le préciser, car je pense que c'est vrai. Il me semble que si cette tendance a souvent motivé telle ou telle conduite de ma part vis-à-vis de toi, elle n'a pas tout à fait à elle seule, et ce qu'elle a fait, il me semble, peut rester dans une certaine mesure, celle où je ne cherche pas à m'accrocher à toi, comme un naufragé à une planche. Je t'assure que ce n'est pas facile d'écrire ce que je pense en ce moment. En relisant ce que j'ai marqué plus haut, j'ai l'impression d'essayer à nouveau de me raccrocher à toi, en un certain sens de t'emmener, mais d'une manière différente. Tout ce que j'ai senti jusqu'à présent, je l'ai ressenti de la même manière, à savoir qu'à certains moments, j'ai l'impression que tout le monde m'abandonne, me laisse en arrière. Que ce soit pour une composition avant, en examen maintenant, et une partie de sport quelconque. C'est pourquoi sans doute j'éprouvais un si grand plaisir à faire du ski, découvrir ce que l'on peut, seul, arriver à se mettre dans un état de supériorité sur la neige, la vitesse, la montagne, c'est grisant pour quelqu'un qui a d'habitude l'impression de pouvoir être laissé en arrière, à tout moment. Tout cela donc, je suis en train d'essayer de te le clarifier, pour le surmonter, sans bien sûr tomber dans l'excès inverse, qui aurait exactement la même signification. Je ne sais pas toujours comment situer à présent mes impressions affectives, quel sens donner aux relations que j'ai, par exemple avec cette fille pour laquelle je suis en ce moment, un petit ami. Je n'arrive pas à saisir quelles doivent être mes réactions envers les autres, mais il y en a une que je dois m'efforcer d'éliminer, c'est la crainte. Essayer de les démystifier, et donc de me démystifier à travers eux. C'est compliqué, fatigant, et cela contient tellement de choses installées en moi. Voilà en gros ce que je suis pour l'instant. Le reste a, si je crois, moins d'importance. Sache tout de même que j'ai un neveu très beau.
C'est normal, puisque c'est mon neveu, ou neveu. Mon frère travaille comme un chef. Mes parents viennent de rentrer d'Arcachon. En ramassant Florian, fils de Christine, Christine et Franck, son mari, vont donc passer à la maison sous peu. Quant au reste, je t'aime bien, et j'espère que tu me le rends. C'est à peu près ce que tu voulais dire quand tu m'as écrit à Roscoff. Mais peut-être que je n'étais pas en état de répondre correctement. Je t'embrasse. Salut ta mère et ta sœur de ma part. Paul Ernest. Dans cette lettre, tout ce qui se révélera plus tard est déjà inscrit. La crainte maladive de l'autre, la peur permanente d'être en rade, abandonné, le désir de dominer cette peur, le plaisir à dominer grisant, l'impossibilité à identifier ses sentiments, la solution par le rejet violent et intériorisé de l'autre. Moi, en l'occurrence, seulement à l'adolescence, il était encore capable d'en parler, d'analyser, de le communiquer. Était-il encore temps pour lui d'échapper à ce qu'il appelle tomber dans l'excès inverse, qui aurait exactement la même signification? Quoi qu'il en écrive, je m'étais attaché au type extraordinaire qu'il était déjà, fraternellement et non amoureusement comme il le souhaitait. Moi, à cet âge, je rêvais d'un amoureux grand, beau, mûr, mystérieux, avec son odeur de sable chaud, et non d'un garçon de mon âge, petit, pas très beau et bavard. J'ai été nourrie, abreuvée par les livres et par mon éducation, de l'idée du prince charmant qui transforme votre vie en un clin d'œil. Et il n'avait rien d'un prince très charmant, même s'il transformait ma vie d'une certaine façon. Non, il n'avait rien d'un prince. Il était de ma famille et savait me faire rire, le cousin idéal. Depuis, tous mes princes charmants ont été définitivement démystifiés. Moi, je m'étais fabriqué un processus inverse au sien, à partir d'une même crainte, celle d'être abandonné. Au lieu d'éliminer cette crainte en évitant tout lien de vie, j'ai fait avec elle, en tentant de ne pas abandonner qui m'est important, et en essayant, ce qui est plus difficile, de ne plus me faire abandonner, c'est-à-dire en instaurant un minimum de confiance. Je suis donc fidèle et diplomate. J'ai peur du conflit, car je suis sûre que l'autre va déserter illico. C'est une tare parce qu'une croyance fausse qui fait pourtant partie de moi, cette crainte d'être abandonné. J'en connais l'une des origines, peut-être la seule, car elle est apparue après un événement précis. Mon enfance fut plutôt douce, mais mon père est mort quand j'étais jeune d'un accident de voiture. Le matin de sa mort, il est venu m'embrasser dans la salle de bain. Je m'en souviens très précisément car je me lavais les dents et je lui ai fait un baiser dentifrice qui nous a fait rire. Et puis il est parti, content. Il allait dans le sud, à un colloque. 2 heures après, on est venu me chercher à l'école et j'ai appris qu'il était mort. Longtemps, tout départ, éloignement, empêchement à communiquer avec un être cher m'a laissé un goût de mort et d'abandon. Encore aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à apaiser cette peur-là. En écrivant ce livre, je lis et relis les centaines de lettres, fax de cet homme. J'ai 1,20 m de hauteur de nos échanges épistolaires, espérant déceler un signe qui voudrait dire qu'il n'était pas toujours dans ce fonctionnement pervers. Il y a cette contradiction qui m'a accompagnée tout au long de notre histoire. Je me disais que ce lien qu'il me redonnait de l'enfance ne pouvait exister que dans la confiance, comme si tout se bouclait de façon évidente en reliant le passé de notre jeunesse à l'âge mûr de maintenant, puis à notre vieillesse future, me donnant la certitude que rien ne pourrait plus nous séparer, alors qu'il a utilisé ce point faible en jouant à m'empêcher de le voir épisodiquement, pour me mettre justement en état d'abandon, donc de détresse. J'étais sûre que nous trouverions bien ensemble une solution à ces maladifs comportements. J'ai vécu avec lui dans ce postulat que cet attachement si fort, si vital, que je ressentais et que de mon côté il s'acharnait à me manifester, nous sauverait de tout, même de sa folie. L'idée qu'il pourrait trahir cette confiance m'apparaissait inconcevable, tellement nous étions dans la connivence. Je me sentais capable de sauter tous les obstacles, et je les ai sautés gaillardement, comme si j'avais des ailes. S'il n'y avait pas eu ces bouts d'enfance et d'adolescence communes, si je n'avais pas connu ses parents, si nos parents ne s'étaient pas connus avant notre naissance, je n'aurais pas pu croire en lui de la même façon. En cela, qu'il a détruit aussi, je me suis sentie doublement trahie.
de 12-13 ans jusqu'à ses noces. Nos parcours furent jalonnés de rencontres, de lettres, de vacances communes, ceci à une fréquence variable. Quand il est parti pour Paris, vers 18 ans, faire ses études de médecine, nous ne nous sommes vus qu'épisodiquement, puisque j'habitais à Grenoble. Je me souviens qu'un jour, assis sur le lit dans sa chambre d'étudiant, nous avons longtemps palabré. Puis il a soudain voulu m'embrasser en se jetant violemment sur moi, et je me suis soustraite à son baiser. Je ne sais de quelle façon. J'avais été surprise par sa fougue subite. Sans aucun préambule. Et surtout, je n'avais jamais imaginé une possible relation amoureuse avec lui. Nous embrasser me semblait incongru et complètement hors de propos. Quelle fut sa réaction? M'en a-t-il voulu de cela? Certainement, puisque tout ce qui échappe à sa domination prend des proportions incroyables. Mais je n'ai aucun souvenir de ses réactions sur le moment et plus tard. Il m'a dit récemment qu'un jour à Arcachon, où il relevait ses pantalons pour marcher dans la mer, je l'avais traité de pépé, et qu'il m'en avait beaucoup voulu de ses propos moqueurs. Si longtemps après, il en avait encore de la rancœur. C'est vrai, je suis moqueuse. Je vois toujours les petits travers ridicules de nous tous, sans oublier les miens. A-t-il fait un drame de ces moqueries, sans jamais me le dire? Est-ce cela les mots qui l'ont fait me rejeter violemment dans sa tête? J'aimerais bien les connaître. Car j'ai peut-être été odieuse avec lui sans m'en rendre compte. Ou bien pas du tout. Il me faisait déjà naviguer, comme ça l'arrangeait, de la même façon que ces dernières années, à m'emmener comme il l'écrit, puis à m'abandonner de la même façon. Quand j'ai appris qu'il se mariait en grande pompe, c'est drôle, j'ai pensé qu'il me trahissait, et je le lui ai dit. Je trouvais mes propos inadaptés, puisque je n'avais jamais été avec lui dans une relation amoureuse, mais je la réservais pour plus tard, quand il serait grand, et soudain, il n'était plus là. Pour moi, je me suis vraiment sentie trahie, ce qui signifie que ce que je ressentais pour lui n'était déjà pas si anodin. Après, je suis partie vivre en Angleterre, puis en Inde. Je l'ai revu 2 fois après ses noces, puisque, en raison de mon éloignement géographique, je n'étais point présente. D'abord au mariage de son frère, où je n'ai aucun souvenir de lui. Ensuite dans une lointaine banlieue parisienne. C'était en mai ou juin, période de révision de ses derniers examens de médecine avec sa femme. Une fille claire, et moi avec mon long manteau et mon chapeau bleu, aigri de travers. Je ressemblais déjà aux futures héroïnes de mes livres pour enfants. Mignonne et déjantée, mais jamais dans les rails. Il révisait face à face sur une table, et je me souviens de grivoiseries écrites sur ses feuilles de cours. Il a fait ce soir-là comme si j'étais une étrangère, écartée. Par son comportement hystérique vis-à-vis de sa femme, j'ai pensé qu'il ne se soucierait pas plus de moi à l'avenir que d'une vieille chaussette. Et je pense que j'ai vu juste. Bien que sa femme maintenant divorcée m'ait révélé très récemment qu'il lui parlait très souvent de moi avec adoration, histoire d'exciter sa jalousie sans doute. Je précise que si je l'ai revu des années plus tard, c'est de mon fait. Lui pourtant si amoureux, et comme je l'avais prédit, n'a jamais fait un geste pour me revoir, ou simplement me réentendre. Je l'ai appelé plusieurs fois, durant ces 20 ans, parfois sans succès. Je n'ai aucun souvenir de ce que nous avons bien pu nous dire. Au dernier appel, il m'a déclaré « Plan de vol ? J'arrive ». Grâce à son plan de vol bien ajusté, il arrive un 13 juillet à 13h, précise avec un appel téléphonique. Il s'est perdu dans les ronds-points. En 4 ans, il n'a jamais cessé de se perdre. Et je lui ai tenu lieu, aussi de boussole. Il débarque à 13h10. J'habite dans une grande maison, près d'Aix-en-Provence, avec mes 4 enfants, et un mari intermittent. Il m'a déclaré être homosexuel, il y a 8 mois, et je l'ai éloigné. Mais lui ne s'est qu'à demi répudié. Il est donc là, à mi-temps, même si tout le monde s'en étonne. Je n'ai pas de rancœur à ce moment-là, il est le père de nos enfants, le pilier oscillant de famille, d'amis. Déjà, ces entrechats, existentiels et nombriliques, commençaient à me sortir par les oreilles. J'étais partie de Lyon vers Aix avec les enfants, à distance respectable.
Nous avons mené tous les 6 vie nomade et navigante. Mais lui et moi étions sur la ligne d'arrivée. Voilà. Ce nouveau scoop, c'était la grosse goutte d'eau. En trop. Je nous ai séparés. Moi, qui ai toujours eu tant de mal avec les séparations, je l'ai fait. Beaucoup plus que lui. J'étais dans le désir que personne ne me demande plus rien, qu'on me laisse en paix. J'étais dans le désir de vivre seul, sans homme, je veux dire. J'avais un amoureux occasionnel, lointain, pas envahissant, et cela me convenait. En même temps, j'avais le désir d'à nouveau aimer. Côté âge, c'était le Moyen-Âge. Depuis quelques années, je m'employais à devenir complètement indépendante, financièrement. Je travaillais donc de plus en plus. Je suis auteure et illustratrice. J'ai couru d'une fête du livre à l'autre, sans compter. Je suis déterminée, butée. Je tenais le coup, d'autant que mon ex-homme, à cette époque, ne travaillait plus depuis belle lurette, s'interrogeant à temps plein sur ses états d'âme. J'aime inventer, planer dans un rapport élastique à la réalité. J'assure l'intendance, la main à la pâte, la tête en échappée libre. Matériellement, je ne suis pas une star. On me dit facilement « descends de ta planète ». Et d'ailleurs, quand on me le dit, je descends. J'ai le goût du bonheur. J'essaie de l'attraper au passage, ou de m'en fabriquer coûte que coûte. J'aime que mes autres soient bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Je m'y emploie, je suis très compatissante, trop, ridiculement trop. On pourrait dire poreuse. Je ne vois pas les frontières. L'homme m'apparaît un être bizarre, dont je ne peux me passer. Quand quelqu'un me plaît, je fonce dans ses bras, sans avoir l'air. Comme je n'ose ni demander, ni faire les premiers pas, je m'arrange pour l'intéresser, éveiller son désir, et lui laisse faire les premiers pas. Mon attitude invite avec détermination. Je n'ai pas besoin de préambule, ni de passe-droit. Je suis dans le désir d'une caresse, d'une attention, d'une rassurance. Être dans les bras d'un homme, le nez enfoui dans sa poitrine, me paraît une chose sûre. J'aime aimer ces instants sans frontières, oublier que chacun va retourner dans sa peau, dans sa vie, là-bas, et la petite mort qui s'ensuit. Je fuis le heurt, le conflit, la violence sous toutes ses formes me fige, me terrorise. Je suis pour les explications, la communication en tout genre. J'écris dans ce sens, mon sens, et ça ne change rien. Écrire est un acte de fourmi. Je suis souvent en révolte sur la marche du monde, mais je ne sais pas quoi faire de cette révolte. Elle me resture sur les bras. Alors, je la dis en mots, parfois en images. Ce n'est pas l'attitude la plus courageuse, mais c'est la mienne. Bref, je suis médiocrement hors circuit d'une actualité féroce, violente, et je me tricote mon monde, désuètement, dans la sympathie pour l'autre, qui n'est pas souvent de mise. Je raconte cela sur moi, non par complaisance, mais uniquement parce que c'est important pour la suite. Car pour la première fois, quand plus tard j'ai pris conscience de la violence qu'exerçait sur moi Paul Ernest, l'état de choc passé, je l'ai affronté de plein fouet, le provoquant, allant au-devant de ses insultes et de ses humiliations, lui étalant sa perversité sous le nez, la lui tartinant, démontant une à une de ses manœuvres, le démasquant. Je me suis déchaîné très ouvertement pour lui résister, lui lancer à la figure que j'étais passé dans l'opposition, dans la révolte active, de façon définitive. J'aurais voulu me battre avec lui, le tuer. Il est devenu mort tout seul dans ma tête. Face à sa lâcheté, son insipide fausseté, j'ai éprouvé du mépris. Face à sa cruauté, j'ai éprouvé de l'horreur, sans le masque rutilant qu'il avait fait miroiter. Mes yeux dessillés ont découvert un individu ravageur et fuyant, un genre de Tati Daniel au centuple et au masculin. Et j'ai pris acte, à cette occasion, que pour la première fois j'avais su mettre en vie ma révolte. J'avais changé, je découvrais ma violence. En ce 13 juillet, je suis donc en séparation de mon homme. 3 de mes enfants vont quitter la maison bientôt pour différents coins du monde et ma mère vient de mourir 5 mois plus tôt. Ma mère, je la voulais toujours contente. Je fus dans cette dépendance-là,
car elle était autoritaire et je l'aimais. Et je n'osais pas la contrarier, bien sûr. Je vais donc vivre avec mon dernier fils. Et nous avons décidé d'aller dans le centre d'Aix. Pour l'instant, je suis encore dans notre maison. Au moment où Paul Ernest débarque, je suis seule dans les lieux. Depuis 1 heure et pour 15 jours. Tout le monde est parti en vacances vers l'Atlantique avec papa. J'aime ces moments de retrouvailles avec moi. Je vais pouvoir écrire, dessiner, me laisser vivre. Je ne me sens pas du tout déprimée ou dépressive, mais fragile, déconcertée, mes repères s'évanouissant l'un après l'autre, en état d'abandon, en plein milieu d'été, quand tout s'arrête. Et le voilà, lui, avec son plan de vol. Paul Ernest vit à Troyes, depuis belle lurette. Il est psychiatre libéral et de prison. Clairvaux, où il n'y a pas que des anges, il a quitté brutalement sa femme et sa dernière fille. Il y a 6 mois. Ses 2 autres filles sont étudiantes. Il semble depuis toujours collectionner des maîtresses, dont la dernière, Josie, juge, 10 ans moins que lui, beaucoup moins jolie que ma femme, m'a-t-il dit d'emblée d'un air jubilatoire, sans que je sache à laquelle des deux s'adressait sa méchanceté. Il fait du vélo à outrance, du jogging à outrance, du travail à outrance, du fumage à outrance, du buvage à outrance, se nourrit de romans policiers glauques, ne jure que par Proust, qui est l'auteur préféré de sa soi-disant meilleure amie. Il est maigre, marche un pied en dedans, a eu un grave accident qui l'a tout cassé enfant et dont il semble miraculeusement séparé. Il a des taches sur son pantalon, un trou à sa semelle de chaussures, une voiture à gaz, des lunettes et pas trop de cheveux. Il me dit habiter maintenant dans un genre de studio monacal, à 2 pas de son cabinet de consultation et juste au-dessous de sa 24e maîtresse. C'est elle qui lui a trouvé, la maline. Il est parti de chez lui, en vitesse, emportant un lit et le minimum nécessaire sur le toit de sa voiture. Ses parents vont bien, ils portent avec prestance leurs 80 ans sonnés. Il les appelle rituellement, tous les dimanches, pour leur débiter quelques neutres banalités. La forme sans le fond. Il a une sœur très convenue et un frère divorcé reconverti en nouveau père et viticulteur. Il fut enfant mon 2e complice dans l'ombre de Paul Ernest. Je sais que sa fille aînée fut très malade, petite. Je sais qu'il traverse la France en vélo, quand ça lui chante. Il est fou, m'a souvent dit sa mère, d'un air entendu. Mais dans cette famille, si soucieuse de l'apparence, que veut dire fou? À travers ce qui m'est rapporté de lui, principalement par ma mère via sa mère, il apparaît comme la brebis galeuse, celui qui détonne à ne rien faire comme les autres. Et cela m'a donné encore plus envie de le revoir. Quand je l'ai appelé, tous les 5 ans, je pensais le retrouver, avec femme et enfants, tel qu'il vivait à Troyes. Mais quand il revient avec son plan de vol, je sais qu'il a quitté son domicile depuis 6 mois, car à mon dernier appel, sa maîtresse m'en a informé. C'est vrai que dans cette recherche constante, même si intermittente, à le revoir, et dans ce cas de figure annoncé, j'ai pensé que je pourrais peut-être, après tout ce temps, commencer à l'aimer en vrai, puisque la vie me le rendait disponible, sans savoir comment je le retrouverais et s'il y aurait encore affinité ou plus. C'est dans cet esprit que je me retrouvais, quand il est apparu, marchant de travers avec sa chaussure trouée. C'est un détail en même temps que l'apparence d'un homme de presque 50 ans n'est pas neutre. Et ce détail-là, associé à son allure approximative, son regard perçant à la Picasso, et le bonheur évident que j'ai eu à le retrouver comme un miraculé de mon passé, tout cela m'a fait penser à cet instant que c'est avec lui et personne d'autre que j'aurais dû mener ma vie, avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. J'ai su qu'il me plaisait drôlement. Au cousin, complice d'enfance, se substituait l'amoureux. Extrait de mon carnet de bord. Avec cet homme, Paul Ernest, qui m'enrobait, ça s'est mis à chanter tout de suite dans ma tête. Cette chanson et moi, aimantés, collés, sa chemise trouée, indétachable déjà. Les boucles devaient le chatouiller. Cependant, il restait immobile, dur, puissant, tel un homard m'enserrant dans ses pinces, au moment d'être ébouillanté. J'étais comme inventé. Il ne pouvait pas me regarder, pas encore. J'étais à l'étage au-dessous, le nez dans sa poitrine. Quand il m'a lâché, ses yeux m'ont fait drôle. Il avait un regard étrange, irréel.
Dans ma tête, la voix s'est mise à chanter à tue-tête. À 13h10, il ouvre le portail du jardin et avance sur le chemin qui mène à la maison. Je suis sur le seuil, puis marche vers lui. Le dessin, la représentation de cette scène serait à l'image d'un film de Bergman, dont je me souviens vaguement. Il y a une fille blonde, charnelle, bien vivante, qui avance sur une plage, alors qu'en face, avec toute sa machinerie bien huilée, s'avance la mort sous la forme d'un chevalier. Ici commence le premier acte de ce qui pourrait être un sinistre vaudeville, mais est une histoire vraie. Le metteur en scène est la marionnette principale. C'est lui, Paul Ernest. Il ne sait pas encore comment il va tirer les ficelles, mais le terrain est bon. Il est prêt pour le grand spectacle. Chacun est à sa place. À quoi pense-t-il en avançant dans le chemin? Il n'a jamais su le dire précisément. Juste, c'était énorme. L'actrice principale du moment, c'est moi, Juliette B. Je suis de plein pied dans la vie. Ignore la facette obscure du personnage qui s'avance. Autrement, je n'aurais pas téléphoné et je serais parti en courant, au grand galop, laissant le maître marionnettiste comme un con. Je suis impatient de retrouver Paul Ernest, si longtemps après. De lui, je n'ai gardé que de joyeux souvenirs, et son dernier appel drôle, étonnant, avait confirmé mon désir de le revoir. Et puis il y a l'actrice invisible, Josie G. Mais celle qui est tout le temps là, cachée dans les coulisses, celle qui dans la mise en scène sera inquiétée, prête à apparaître d'un signe, si le marionnettiste l'ordonne. La catastrophe, prête à vous tomber sur la tête. La gendarmette avec son bâton, la menace dont il va se servir perpétuellement pour déstabiliser, en même temps que l'alternative à garder sous la main. Pour le cas où la dite Juliette B. ne répondrait pas à l'usage qu'il en attend, et vice-versa sans doute. Suspense. Tout porte donc à croire à une comédie de boulevard. Le trio grand, guignolesque et convenu qui occupe abondamment la scène du théâtre et de la vie. Ce trio que la marionnettiste reproduit là, puisqu'on le sait, il ne peut qu'imiter, qu'il est animé et anime avec du vide, tout du moins dans le brouillard, de la pensée personnelle et du sentiment. Le mari amant, la femme, la maîtresse. Il l'a vu, il l'a lu, il l'a entendu. Il va reproduire soigneusement ce genre de scénario dont il va se repaître, d'autant plus qu'il l'a expérimenté à son avantage depuis belle lurette. Il ne lui a apporté que du profit. Il ne sait pas bien laquelle des deux nanas va jouer la femme ou la maîtresse, mais de toute façon les deux vont lui servir. Et le 2, c'est son chiffre, celui de l'ambivalence, du jeu double. Il fera selon ses besoins du moment. Comme ces derniers temps, il lit essentiellement des romans noirs. La mise en scène sera d'autant plus glauque, machiavélique, morbide. Il fera dans le grandiose, avec cette fille qui lui tourne dans la tête depuis tant d'années. Une chose à retenir, il ne sait que calquer la vie. Est-ce sur ses futures manœuvres que déjà il se concentre en marchant dans le chemin? Je vous présente maintenant les principaux personnages. Paul Ernest D., le faux amoureux psychiatre pervers. Ensuite, Juliette B., la vraie amoureuse planante. Vient ensuite Josie G., l'inquiétant fantôme qui rôde. Tout est alors en place. En ouvrant le portail, le rideau s'ouvre sur un jardin dont le chemin mène à un mas au volet bleu lavande. De part et d'autre du chemin de l'herbe parsemée de pêchers, de cerisiers et d'arbres à escargots. À droite de la maison, un olivier penché sur la tonnelle de la terrasse. Devant, un grand platane. Tout autour est immobile. Les grillons se sont tus, même la ville au-dessous, aux heures chaudes de ce long week-end de vacances, est silencieuse. Voilà les amis, c'était le petit podcast du jour, j'espère que celui-ci vous a plu. Pour le prochain, alors je vous lirai la suite de ce roman que j'ai beaucoup aimé, et nous passerons au chapitre donc qui s'intitule « Le temps de la prédation, coup de foudre ». Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine, et portez-vous bien, je vous embrasse très fort, à très très vite. Ciao les amis.